Dans cet épisode, je te parle de cette voix intérieure qui critique, corrige, surveille et semble parfois ne jamais te laisser en paix. Pourquoi certaines personnes sont-elles si dures avec elles-mêmes? Pourquoi une simple erreur peut-elle déclencher autant de jugement, de culpabilité ou de pression intérieure? Tu découvriras comment cette critique intérieure se construit au fil du développement, pourquoi elle est souvent liée à l'attachement, à la peur du rejet et aux stratégies de protection mises en place dans l'enfance, mais aussi pourquoi elle cherche souvent à te protéger, même lorsqu'elle te fait souffrir. Je suis sûre qu'il y a parfois en toi une voix qui semble ne jamais vraiment se reposer, une voix qui commente, qui corrige, qui surveille, qui juge. Tu fais une erreur et immédiatement quelque chose surgit. Un t'es nul ou tu fais toujours n'importe quoi, tu aurais dû mieux faire. Peut-être même que tu es fatigué, mais au lieu de ralentir, tu te pousses encore un peu. Peut-être aussi que tu souffres, mais qu'une partie de toi minimise ce que tu ressens, comme si ta douleur n'était jamais totalement légitime. Et à force, cette manière de te parler est devenue tellement habituelle que tu as fini par croire qu'elle est normale, qu'elle est toi. C'est alors que beaucoup de personnes pensent manquer simplement de confiance en elles, être trop dure avec elles-mêmes ou avoir un problème d'estime personnelle. Mais cette voix intérieure, elle ne vient pas de nulle part. Elle ne s'est pas créée spontanément dans ton esprit. Elle est souvent le résultat d'un long apprentissage relationnel et nerveux. La manière dont tu te parles aujourd'hui est très souvent la continuité de la manière dont ton système a appris à être regardé, corrigé, validé ou non dans l'enfance. Il est bon de savoir que le cerveau humain se construit dans le lien. Très tôt, un enfant intériorise les regards, les réactions, les tonalités émotionnelles de son environnement. Ce que les psychologues appellent les modèles internes opérants se forment progressivement, avec des représentations implicites de soi, des autres et du monde relationnel. En d'autres termes, ton système apprend inconsciemment, voilà ce qu'il faut faire pour être aimé, voilà ce qui est acceptable ou non, voici ce qui est dangereux. Et avec le temps, les voix extérieures deviennent des voix intérieures. Pas forcément mot pour mot, mais émotionnellement parlant. Par exemple, un enfant beaucoup critiqué peut développer une vigilance permanente envers ses erreurs. Un enfant valorisé uniquement lorsqu'il performe peut apprendre que sa valeur dépend de ce qu'il produit. Ou un enfant qui a dû être sage, fort, facile, peut avoir intégré l'idée qu'il ne doit pas trop ressentir, pas trop demander, ne pas trop déranger. Et au départ, ces adaptations ont souvent une logique de survie relationnelle. Pourquoi? Parce qu'un enfant dépend profondément du lien pour se sentir en sécurité. Il faut savoir que son cerveau social est immature. Donc son système nerveux se construit à travers les interactions avec les figures d'attachement. Donc il s'adapte. S'il sent que l'amour, la reconnaissance ou la sécurité passe par la performance, le contrôle, l'autosurveillance, il va développer progressivement des stratégies internes pour maintenir ce lien. Et c'est là d'ailleurs qu'apparaît un paradoxe fondamental. Cette voix intérieure dure essaie souvent de protéger, même si elle fait souffrir. Sur le plan neurologique, le cerveau cherche avant tout à anticiper les menaces et à éviter la douleur sociale. Or, pour le cerveau humain, que ce soit le rejet, l'humiliation ou l'exclusion, eh bien, ils sont perçus comme des dangers majeurs. D'ailleurs, certaines régions impliquées dans la douleur physique, comme le cortex singulaire antérieur, s'activent également lors de douleurs relationnelles, lors de douleurs émotionnelles. Donc, être critiqué, rejeté ou dévalorisé peut être vécu comme quelque chose de ressenti profondément, pas comme simplement psychologique. C'est alors que le cerveau développe parfois une stratégie préventive, s'attaquer lui-même avant que les autres ne le fassent. C'est triste, mais c'est ainsi qu'on se retrouve à penser, inconsciemment bien sûr, si je me critique avant les autres, je serai préparé. Si je me pousse suffisamment, je ne serai pas rejeté. Si je reste dur avec moi-même, je garderai le contrôle. Cette voix intérieure, elle devient alors une forme d'hypervigilance internalisée. Et évidemment, avec le temps, cette stratégie finit par épuiser tout le système interne, parce qu'elle maintient une tension intérieure quasi permanente. Même quand personne ne te juge à l'extérieur, une partie de toi continue de le faire à l'intérieur. Ton système nerveux reste alors dans un état de contraction chronique, avec de la vigilance, de la pression, de l'autosurveillance, de l'anticipation constante des erreurs. Et ça, biologiquement, ça a des conséquences réelles. Une autocritique chronique augmente les niveaux de stress physiologique parce qu'elle maintient plus facilement l'activation du système sympathique avec une augmentation du cortisol, des tensions musculaires, de la fatigue émotionnelle, de l'anxiété de performance. Le corps reste mobilisé comme s'il devait continuellement faire ses preuves.
et à long terme, ça peut profondément affecter la relation à soi. D'ailleurs, certaines personnes deviennent incapables de ressentir de la satisfaction durable. D'autres vivent dans une culpabilité diffuse permanente et d'autres encore développent une impression de ne jamais être assez, même lorsqu'elles réussissent. Pourquoi ? Parce qu'aucune réussite ne calme réellement une voix construite sur la peur de ne pas mériter sa place. Il y a aussi une nuance importante. Cette voix intérieure, elle ne prend pas toujours la forme d'une critique évidente. Parfois, c'est beaucoup plus subtil. Elle peut par exemple apparaître comme une exigence constante, un perfectionnisme, une incapacité à se reposer sans culpabiliser, une difficulté à ressentir de la valeur sans avoir à produire quelque chose, une tendance à minimiser ses besoins, ou bien même une forme de positivité forcée, avec des phrases comme arrête de te plaindre, d'autres vivent pire, bouge-toi un petit peu le derrière. Mais derrière ces formes différentes, le mécanisme reste souvent le même. Maintenir une pression intérieure pour essayer de rester acceptable, aimable, en sécurité. Et le plus difficile dans tout ça, c'est que cette voix, elle devient automatique. Tu ne la questionnes même plus, parce qu'elle ressemble à la vérité. Pourtant, crois-moi, elle n'est pas ton essence, c'est un conditionnement, c'est une organisation nerveuse et psychologique qui a été apprise. Savoir ça, ça change énormément de choses. Parce que quand tu comprends que cette voix est une adaptation et pas ton identité profonde, eh bien il y a un espace qui va commencer à apparaître. Parce qu'on ne va pas chercher à devenir parfaitement positif ou à ne plus jamais se critiquer. Ça, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas le but. Le but est plus subtil, c'est développer une autre relation intérieure. Une relation, tu vas pouvoir voir une erreur que tu fais sans avoir à t'écrouler avec, à t'écraser, à te minimiser. Où tu vas pouvoir reconnaître une difficulté sans te traiter comme étant un problème, un échec. Une relation où tu vas pouvoir te corriger sans avoir à te maltraiter, à te détruire. C'est ce que certaines approches psychologiques appellent l'autocompassion régulatrice d'ailleurs. Ce n'est pas une complaisance qui est passive, c'est une manière de se traiter avec suffisamment de sécurité intérieure pour permettre au système d'évoluer sans violence constante. D'ailleurs, les neurosciences montrent quelque chose d'intéressant à ce sujet. Un système qui se sent en sécurité apprend souvent mieux qu'un système constamment menacé. Le cerveau intègre davantage dans des états régulés que dans des états de peur chronique. En gros, la sécurité transforme souvent plus profondément que la dureté. Mais au début, évidemment, cette idée, elle peut sembler déstabilisante. Pourquoi ? Parce qu'un système qui est habitué à la pression associe parfois la douceur à du relâchement dangereux. Tu peux avoir peur que si tu arrêtes de te pousser, tu deviennes paresseux, faible, désorganisé, comme si la violence intérieure était la seule chose qui te maintenait fonctionnel. Et pourtant, beaucoup de personnes découvrent progressivement l'inverse. Quand la peur diminue, l'énergie est plus stable. Et quand l'attaque intérieure baisse, le système récupère davantage de capacité d'adaptation. D'ailleurs, si cet épisode te parle, que tu as une voix intérieure qui te pousse, qui te critique, te compare ou te fait croire que tu n'en fais jamais assez, je te propose mon parcours en ligne sur l'apaisement de la critique intérieure. Tu trouveras le lien dans le descriptif de la vidéo, mais aussi dans ma bio Instagram ou sur mon site internet mallorymalmasson.com. Revenons-en à nos moutons. Concrètement, le travail commence par quoi ? Et bien souvent par quelque chose de très simple, il faut remarquer la voix de la critique intérieure. Surtout pas la combattre immédiatement, surtout pas essayer de la supprimer, juste reconnaître « Ok, une partie de moi me parle durement ». Ce simple acte, qu'est-ce qu'il va créer ? Eh bien une distance neurologique et psychologique. Tu n'es plus totalement en fusion avec le discours intérieur, tu commences à observer au lieu d'absorber automatiquement. C'est ainsi que progressivement, tu vas pouvoir réintroduire d'autres manières de te parler. Pas forcément des affirmations artificielles que ton système ne croira pas, mais des formulations qui sont plus régulatrices. Par exemple, au lieu de te dire « je suis nul », tu peux aller vers « ok, là c'est difficile, là je me suis trompée, je peux apprendre sans me détruire, je suis fatiguée et non pas incapable », ou là j'ai besoin de soutien, surtout pas de violence. Ce langage, il peut sembler simple, mais par contre, il modifie profondément l'état interne parce que les mots influencent le système nerveux. La manière dont tu te parles, ça devient une forme d'environnement intérieur. Je sais que beaucoup de personnes disent qu'on n'entend pas le pas inconsciemment, mais pour moi, à partir du moment où c'est dit
en l'imprégnant fortement, en le laissant résonner, c'est ça qui compte. N'oublie pas aussi que derrière la critique se cache généralement quelque chose de plus profond. Ce qui se trouve sous la critique intérieure, c'est souvent la honte, et la honte est différente de la culpabilité. La culpabilité a dit « j'ai fait quelque chose de mal » ou « j'aurais dû faire ceci, je n'aurais pas dû faire cela ». La honte, elle dit « quelque chose en moi est mauvais » ou « je suis un échec ». Et c'est cette honte que la critique tente désespérément de prévenir. Quand ta voix intérieure te dit tu n'es pas assez bien, elle essaie d'éviter la douleur de ne pas être aimée par exemple. Ou quand elle te dit fais plus, elle tente d'éviter la peur de ne pas être en sécurité. Si elle te dit tu vas échouer, elle cherche peut-être à éviter l'humiliation. Si tu veux, la critique c'est la surface et la peur est dessous. Et la honte est souvent encore plus profondément enfouie. C'est pourquoi essayer de faire taire cette voix par la force fonctionne rarement. Et beaucoup de personnes entrent alors en guerre intérieure, parce qu'elles se disent je veux plus penser ça. Elles disent à leur critique intérieure arrête de parler, je déteste cette partie de moi. Mais on ne guérit généralement pas une partie blessée de soi en lui déclarant la guerre, bien au contraire, on la guérit avec de l'amour, avec de l'acceptation, de la bienveillance. Plus tu vas combattre cette voix, plus elle va se défendre. Donc, la vraie question, celle de fond, c'est qu'est-ce que cette partie essaie de protéger ? Parce que quand on commence à écouter ce qu'il y a derrière la critique, il y a quelque chose qui va changer parce qu'on va passer du combat à la compréhension. Et c'est cette compréhension qui va ouvrir la porte à une transformation beaucoup plus profonde. Grâce à tout ça, tu verras avec le temps, tu ne vas plus avoir besoin de te menacer constamment pour avancer. Tu vas pouvoir rester engagé aussi sans avoir à être brutal avec toi-même ou pouvoir évoluer sans avoir à vivre sous attaque permanente. Et surtout, tu vas peut-être commencer à sentir que tu n'as pas à devenir ton propre ennemi ou ton propre bourreau pour mériter d'exister, pour apprendre, pour grandir. Parce qu'au fond, un système qui va se sentir suffisamment en sécurité va évoluer bien mieux qu'un système constamment en guerre contre lui-même. Si tu veux en savoir plus, je t'invite bien sûr à rejoindre ma formation sur l'apaisement de la critique intérieure.